je viens vous inviter. La Contre-Expo, le douanier Rousseau, une exposition qui a lieu au musée d'Orsay jusqu'au 17 juillet 2016, une exposition qui pose plusieurs questions, notamment sur son intérêt et sa pertinence scientifique, du fait entre autres que ça fait plusieurs fois maintenant qu'on organise des expositions autour du douanier Rousseau. À Paris, il y en a eu une grande qui a eu lieu en 2005. Je vous en montre ici le catalogue. Elle avait eu lieu au Grand Palais. C'était une exposition co-organisée avec la Tête moderne de Londres. Elle s'intitulait Jungle à Paris. C'était d'ailleurs une exposition où il n'y avait pas que des tableaux de jungle, et c'est exactement la même chose au musée d'Orsay. D'ailleurs, si vous aimez Rousseau, c'est vrai que l'exposition se termine par une sorte de point d'orgue avec une grande rotonde où ils ont réuni toute une série de grandes toiles des jungles. C'est rien que pour ça une bonne occasion d'aller à l'exposition. En revanche, on peut s'interroger pourquoi refaire une exposition sur le douanier Rousseau 11 ans après celle du Grand Palais. Bon, peut-être qu'il y a une ici opportunité commerciale, dans le sens où c'est ce qui est dit assez clairement dans le catalogue. L'exposition est co-organisée avec Ville de Venise, enfin les musées vénitiens, donc ça permet d'exporter un petit peu les collections du musée d'Orsay. L'exposition, on le voit sur l'affiche, bénéficie d'un nombre de sponsors et de partenaires assez impressionnants. Et je pense qu'il y a pas mal de raisons commerciales là-dedans, parce que on s'aperçoit entre autres, et je crois que là c'est une des déceptions de l'exposition, qu'il y a beaucoup de prêts du musée qui viennent d'Orsay ou de l'Orangerie ou de musées parisiens. Donc on a fait une exposition peut-être un peu à minima. C'est vrai que maintenant ça coûte tellement cher de faire venir les œuvres que on fait avec ce qu'on a, et il se trouve qu'actuellement le musée de l'Orangerie est complètement dépouillé de ces toiles de Rousseau, puisqu'elles sont toutes dans la maison mère, puisque Orsay est devenu la maison mère de l'Orangerie. Alors c'est une exposition qui cherche à montrer l'influence de Rousseau à travers une partie de l'art du XXe siècle. C'est l'approche originale qui a été choisie, d'où le sous-titre L'innocence archaïque. Et cette innocence archaïque aurait pu amener à faire une sorte de grand panorama de Rousseau et de son influence. Alors c'est ce qu'ils ont proposé de faire, mais c'est là où je pense l'exposition vraiment inaboutie et inaccomplie. Dans les rapprochements, il y a beaucoup de choses gratuites et faciles. On aurait pu aller beaucoup plus loin. C'est totalement intéressant finalement de proposer Rousseau comme un peu une figure tutélaire, un grand-père de l'archaïsme au XXe siècle, l'archaïsme où on aurait pu intégrer des artistes comme Paul Klee, qui est actuellement à l'honneur au centre Pompidou. Guillaume Apollinaire avait insisté sur ce côté un peu bizarre de Rousseau en 1914. Alors je vous renvoie à la contre-expo précédente sur Apollinaire à l'Orangerie, où j'avais rappelé que Apollinaire n'avait pas soutenu Rousseau autant qu'on l'avait dit. Et d'ailleurs on retrouve dans l'émission Claire Chazal sur France 5, on retrouve dans le commentaire d'une des conservatrices de l'exposition une contre-vérité. Apollinaire qui va le soutenir jusqu'à la fin de sa vie. Oui, mais il a surtout pas soutenu au début. Ça, c'est un peu un cliché qui traîne même chez les conservateurs qui organisent une exposition sur Rousseau. C'est un peu dommage qu'on ait encore ce genre d'approximation à un tel niveau. C'est qu'en effet Rousseau avait été en Amérique, ayant servi pendant la guerre du Mexique. Quand on l'interrogeait sur cette époque de sa vie, il ne paraissait se souvenir que des fruits qu'il avait vus là-bas et que les soldats n'avaient pas le droit de manger. Mais ses yeux gardaient d'autres souvenirs, les forêts tropicales, les singes et les fleurs bizarres, écrit Apollinaire en 1914 dans Les Soirées de Paris, sa grande revue d'art. Et c'est par cet article, en effet, que Apollinaire défendra totalement le douanier Rousseau, mais après sa mort. Apollinaire a décidé, si vous voulez, d'entrer dans le camp des pro-Rousseau à partir de l'exposition du tableau qui sert d'affiche à l'exposition d'Orsay. C'est ce rêve, Sublime Toile, qui était à New York et qui est un des plus beaux prêts de l'exposition. Alors, si vous connaissez pas la toile, rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller au musée d'Orsay. Je vais, comme d'habitude, essayer de vous montrer ce qui manque à l'exposition, ce qui aurait pu ou voire dû venir. Et dans la section notamment des jungles, les parallèles sont assez limités. Donc, il y a une grande
grande rotonde avec beaucoup d'œuvres de Rousseau. Il y a un tableau de Max Ernst qui a été sollicité et qui fonctionne très bien en parallèle avec les jungles de Rousseau. Mais on regrette par exemple qu'on n'ait pas évoqué Derain, qui a été un des grands archaïques du début du siècle. Beaucoup de critiques d'ailleurs le lui ont reproché. Et il est resté assez tardivement avec ce grand panneau de l'âge d'or qui est au musée de l'Orangerie. Alors c'est peut-être une toile compliquée à déplacer, même pour faire un si petit chemin, parce que maintenant elle est dans une simèse qui lui est réservé, mais enfin ça aurait très très bien fonctionné comme dialogue, puisque vous voyez que dans la partie basse notamment on est des animaux qui manquent de perspective, on a une sorte de brutalité ici visuelle, une naïveté même qui est complètement dans l'héritage du douanier Rousseau. Cette œuvre, L'âge d'or de Derain, elle est commencée en 1936 mais sera terminée seulement en 1947. Je vous montre ici un détail. Il est des peintres qui attendent des œuvres archaïques une leçon de religiosité et d'autres qui leur demandent une leçon de rigueur. Les uns des symboles plus élevés, d'autres des figures plus intenses de la réalité. Philippe Dagen, qui nous a laissé un très beau livre que vous pouvez trouver en champ Flammarion sur le primitivisme dans l'art français, a tout un passage très pertinent sur Derain, où il montre bien qu'il est volontairement devenu archaïque, naïf, en ce début du XXe siècle, et qu'il l'est même resté assez tardivement. Donc voilà un des grands héritiers de Rousseau qui aurait très bien pu dialoguer avec le mettre dans le sein des salles du musée d'Orsay. Il y a beaucoup de rapprochements intéressants, puis il y en a d'autres qui marchent pas. Ça c'est assez dommage. Alors ils ont proposé notamment de mettre en parallèle Rousseau avec une série d'artistes américains. Mais moi j'étais déçu de pas trouver ce genre de toiles qui sont conservées au musée américain de Washington. Par exemple, ici, vous avez une toile de Winthrop. Ça s'appelle Sélection d'oiseaux et d'animaux des États-Unis. C'est une œuvre de 1934 qui a été commandé dans le cadre du Public Works Art Project, qui est un peu une sorte d'équivalent du New Deal au sein des Beaux-Arts. On a vu la même chose en France avec le Front Populaire. Et ici, on retrouve une toile qui montre de façon assez naïve aussi les différents animaux d'Amérique. Alors là, on retrouve bien l'esprit de Rousseau, cette sorte de collage de différents éléments, comme une sorte de puzzle d'images d'Épinal, quasiment. Et c'est vrai que ça, c'est une toile qui est là aussi dans l'héritage du douanier Rousseau. Autre exemple, avec toujours une toile américaine de cette époque, 1933 pour être exact, une jungle de Paul Kirtland Mace, qui est aussi au musée de Washington. Et je crois que ça aurait vraiment pu faire un très très beau parallèle dans la grande salle des jungles, parce que là on retrouve un peu tout Rousseau, la mixité des figures, des animaux en l'occurrence, là qui sont rajoutés comme ça, les uns à côté des autres, sans aucune cohérence, le foisonnement de la végétation, et puis même le côté répétitif des motifs végétaux avec les arbres à l'arrière-plan qui sont un peu répétés, ou pourquoi pas les feuillages au-dessus des singes à droite. Et on retrouve vraiment cette même technique chez Rousseau. Dernier exemple avec Alice Deenen. Alors ça, c'est une artiste méconnue chez nous bien sûr, mais elle a participé à ce grand projet des années 30 aux États-Unis, et comme c'était une demande en fait de réaliser les animaux américains en peinture, eh bien elle est allée au zoo du Bronx et elle a mêlé les animaux du zoo du Bronx avec des plantes exotiques qu'elle a pu voir au Jardin des Plantes de New York, et ça donne cette charmante panthère de 1934. Dans l'exposition, il y a donc des thématiques qui sont proposées avec à la fois les paysages, puis aussi différents personnages, entre autres des personnages dans la nature. Il y a un tableau de Rousseau qui mérite un petit focus, c'est l'Adam et Ève que je vous montre maintenant. Et sur ce tableau, on peut peut-être rappeler qu'un des premiers qui a souligné l'archaïsme ou la naïveté de Rousseau, c'est le critique Arsène Alexandre, dans un feuilleton du 3 avril 1909, dans la revue Comédia. Il insiste sur l'évolution qu'on trouve chez certains artistes dans le dessin notamment. Alors je le cite: de toutes ces manières de dessiner ou de déformer, la seule qui ait une réelle valeur, c'est celle du Gréco, de Delacroix et de Toulouse-Lautrec, qui est plus exactement une impulsion d'exprimer la forme telle qu'on la ressent, et avec des moyens que l'on trouve directement, involontairement en soi, sans y penser le moins du monde. Car dès qu'on y pense, on devient soit médiocre, soit excessif.
Donc en fait, on peut être naïf, mais il faut pas l'être volontairement. Il faut pas y penser, il faut pas le vouloir. Et c'est peut-être une des tendances que ont exprimé pas mal d'artistes du XXe siècle, de vouloir volontairement être naïf, avec entre autres l'art brut du Buffet qui a mis à la mode ces artistes un peu fous, les fous, les enfants par exemple, et Picasso qui dira qu'il a voulu peindre comme un enfant et qu'il a cherché un peu à désapprendre. Je continue Arsène Alexandre. La plus grande partie de la production qu'on voit aux indépendants, au salon de 1909, a justement ce défaut, les exposants y ont pensé. Seul le bon douanier Rousseau a été capable de vouloir ce qu'il fait. S'il avait écouté le voulant, ces touchantes allégories, s'il avait tiré cette forme, cette couleur d'un système calculé, arrêté à froid, il serait le plus dangereux des hommes, alors qu'il en est le plus sincère et le plus candide. Si elle ne valait pas si cher, on aimerait posséder de ses œuvres. Alors c'est vrai que Rousseau a été collectionné assez tôt par des artistes comme Picasso, bien sûr, qui est plus célèbre, non pour les accrocher à la muraille, car elles exerceraient sur nos esprits une dangereuse fascination, mais pour les regarder de temps en temps, lorsqu'on aurait besoin d'être appelé à la bonne foi. S'il avait eu ce qui lui manque totalement, la science, et qu'il eût pu en même temps conserver cette fraîcheur de conception, Rousseau serait le Paolo Uccello de notre siècle. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a eu du vivant de Rousseau cette sensation qu'il était un peintre, en effet, un peu archaïque, mais qu'il l'avait fait sans le savoir. Et c'est pas faux, puisqu'on sait que c'était un brave bonhomme, Rousseau. André Fermiger dira plus tardivement que c'est un autodidacte qui n'a rien appris. C'est peut-être un peu méchant, mais c'est pas si loin de la vérité. Je vous montre maintenant un tableau beaucoup plus tardif de 1984 sur la gauche, des grandes baigneuses d'un Américain qui s'appelle Robert Colescott. Tableau qui est conservé au musée de Delaware, à côté de Philadelphie. Et dans la façon de représenter nu, je pense qu'on a là aussi une trivialité, peut-être même une grossièreté visuelle qui peut faire écho à l'Ève de Rousseau que j'ai mis en parallèle sur la droite. Rousseau, donc, une sorte de naïf sans le savoir, c'est bien ça qui en fait un élément assez important de l'art du début du XXe siècle, même si je pense qu'il ne faut pas non plus trop exagérer son influence. Ce qui est dommage dans l'exposition, c'est que ils ont rapproché des œuvres qui visuellement ne concordent pas trop. Il est dommage aussi qu'on ait oublié toute une série d'artistes de ce mouvement donc de l'art brut, les artistes défendus par du Buffet. Voilà un très bel exemple ici avec le tableau Le Kiosque de Gertrude O'Brady, tableau qui est au Lame de Villeneuve-d'Ascq. Et le Lame a une collection d'art brut très renommée. Qui là aussi aurait peut-être pu être sollicité pour montrer qu'il y a eu des disciples, des descendants de Rousseau beaucoup plus directs que les artistes qu'on a montrés. Je pense par exemple à Carlo Carra, le futuriste italien, dont un tableau est mis en parallèle avec la carriole de Rousseau qui vient de l'Orangerie. Ici, ce kiosque de Gertrude O'Brady, on est complètement à la fois dans la couleur, dans les personnages, dans les distorsions de proportions, puisqu'on voit bien que les bonhommes sont beaucoup trop petits. On est bien dans l'héritage de Rousseau. Je vous montre maintenant un Rousseau justement des bords de l'Oise, un tableau de Boston qui date de 1907, et juste après un tableau de Louis Vivin. Vivin qui est lui aussi un artiste de l'art naïf. Il était employé des postes, alors c'est un emploi qui est assez proche finalement du travail de Rousseau qui assurait l'octroi à Paris. Et cet homme a amassé une collection de cartes postales qui constituait son univers de conserve, comme dira von Oude, qui a été un marchand de Rousseau et aussi un marchand de Vivin. Et le Trianon sous le pinceau de Vivin, ça aussi c'est un tableau du Lame de Villeneuve-d'Ascq, aurait très très bien marché en parallèle avec des œuvres qui sont là aussi à l'exposition d'Orsay. Un grand manque, je pense, c'est Richard Dade, cet artiste anglais qui n'a pas été sollicité, alors que lui, il est très près de Rousseau, mais il est antécédent à Rousseau. Or, l'exposition va aussi dans ce sens-là, puisqu'ils ont montré des œuvres américaines de l'époque romantique, et puis ils ont justement fait venir, entre autres, un tableau de Uccello pour montrer que dans les approximations de sa perspective, finalement, Rousseau s'était peut-être inspiré du maître italien. Ce qui est possible, hein, bien sûr, mais c'était peut-être plus intéressant de trouver des antécédents au maître parisien. Alors Richard Dade, c'est un Anglais qui a eu un parcours très atypique. Je vous montre
ici un tableau qui montre Sir Alexander Morrison, un aliéniste, un des précurseurs de la médecine psychiatrique. Or, il se trouve que Dad a fait des séjours en Asie psychiatrique, puisqu'il il a un parcours très étonnant. Il a été en Égypte et il a cru qu'il était une sorte devant une statue d'Isis. Il a eu une sorte de révélation. Après, il en est resté troublé jusqu'à la fin de sa vie, au point d'ailleurs que son père, n'ayant pas pris soin de l'interner, il va tuer son père à coups de couteau, je crois. Et il sera interné en 1844. Ce qui l'amènera quand même à continuer à peindre, puisque la toile qui est là date de 1852. Autre exemple avec un jeune homme, toujours de Richard Dad, une toile de 1853. Il y a l'atmosphère de Rousseau ici, il y a ce fantasme de la nature qu'on retrouve chez ces artistes. Et à côté du tableau de Dad, sur la droite, j'ai mis un portrait de Frida Kahlo. Là aussi, Frida Kahlo, je crois, méritait d'être présente dans l'exposition. Une de ces toiles aurait très bien pu répondre à l'univers si exotique de Rousseau. À droite, c'est un tableau qui représente Luther Burbank, qui est un médecin californien qui avait l'un des premiers fait des recherches, non pas sur le clonage, mais enfin sur des choses assez proches. Il était un des premiers à vouloir comme ça créer la vie à partir de sources uniquement scientifiques. Il est un des précurseurs finalement des organismes génétiquement modifiés. Bon, je ne vais pas détailler l'iconographie de l'œuvre de droite, elle est assez complexe, comme vous le devinez, mais là aussi, ce rêve, finalement, ce fantasme que Frida Kahlo fait à partir de la nature, elle croyait pouvoir l'épanouir dans les recherches de Luther Burbank. Une autre œuvre de Kahlo à droite, que là j'ai mis directement en parallèle avec un tableau de Rousseau, l'enfant au mouchoir en l'occurrence, ce tableau de Frida Kahlo qui montre les mêmes approximations dans les proportions, là encore, avec à gauche une Frida Kahlo devenue toute naine dans son corps, avec une sorte d'immense tête. C'est sa nourrice ici qui l'allait, et Frida Kahlo a souvent raconté que sa nourrice ayant été alcoolique, peut-être que certains de ses problèmes physiques seraient nés de cela, puisque c'est pas sa mère qui l'a allaité. À l'arrière-plan, on retrouve deux choses assez similaires, avec une nature mi-inquiétante, mi-protectrice, par ce côté d'écran qui est proposé par la végétation. Je pense que ces deux œuvres-là auraient pu très bien fonctionner ensemble. D'ailleurs, l'enfant au mouchoir, si ma mémoire est bonne, est présenté à l'exposition. Mais la salle, à la fois la salle des portraits et des enfants, est sans doute une des plus décevantes. On voit que c'est une exposition qui a été faite assez vite. Guy Cocheval, qui dirige Orcher, est parfois coutumier de cette chose-là. Lorsqu'il avait fait le nu masculin, on avait rassemblé des œuvres assez rapidement. On fait avec ce qu'on a, mais le raisonnement scientifique n'est pas poussé assez loin. Par exemple, on peut être surpris qu'ils n'aient pas sollicité le peintre Achille Lempereur de Cézanne, qui est dans les collections d'Orsay, pour essayer de le mettre en parallèle avec Rousseau. Il y a une chose qui ne va pas du tout, par exemple, c'est une nature morte de Cézanne à côté d'une nature morte de Rousseau. Or, visuellement, on voit bien qu'il n'y a pas de connexion directe, loin s'en faut. Je vous ai mis à droite le portrait du marchand Joseph Brumer, qui a été un marchand très important dans le Paris de la Belle Époque, un des premiers à s'intéresser à l'art africain notamment. Et c'est un portrait qui est passé en collection privée il n'y a pas très longtemps, suite à une vente aux enchères. Enfin, qui est repassé dans une nouvelle collection privée. Puis au centre, j'ai mis un portrait d'un architecte en chef de la pyramide de Khéops, qui est au musée égyptien d'Hildesheim, dans le centre de l'Allemagne, pas très loin d'Hanovre. Et c'est vrai que finalement on peut se demander si Rousseau n'a pas été pioché aussi ses références dans une certaine antiquité. Alors on sait qu'il allait au Louvre, c'est vrai qu'il a vu Uccello, mais peut-être que l'Égypte l'a aussi influencé. Le portrait d'Achille Lempereur de Cézanne, qui sur la gauche, est peut-être une des toiles les plus primitivistes et archaïques de Cézanne. Et ça, c'est une chose qui a été soulignée par un critique important, Gustave Geoffroy, qui a été un des premiers à défendre les impressionnistes. Il dit à propos du peintre aixois, Cézanne est d'une part un traditionnel épris de ceux qu'il regarde comme ses maîtres, et d'autre part, un observateur scrupuleux, comme un primitif inquiet de vérité. Il sait l'art et il veut le forcer à se révéler directement par les choses. Il n'est ni un ignorant ni un adroit, voilà par élimination une définition de son être artiste. Alors là, on va faire une définition qui montre que finalement Cézanne, c'est la voie opposée à Rousseau. C'est quelqu'un qui cherche à s'améliorer et qui est primitif
tout en étant au courant, si vous voulez, de ce qu'il veut faire. Pour les portraits, je trouve qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Dans la célèbre grande salle anglaise de la Tate Britain, il y a un tableau étonnant d'un artiste anonyme qui daterait des années 1600 et qui montre deux femmes avec leur bébé. Et là, peut-être que plutôt que d'aller chercher le Uccello, bon, qui était plus facile à prendre puisqu'il est au musée Jacques Marandré, mais on aurait peut-être pu montrer que finalement il y a eu des archaïques à la Rousseau bien avant les années 1900. L'un des tableaux les plus intéressants de l'exposition, parce que rarement vu et pourtant célèbre, c'est le portrait de Pierre Loti, qui est un prêt du Kunsthaus de Zurich, que j'ai mis ici sur la gauche, avec la photographie de Pierre Loti. Et on voit que finalement, Rousseau ne défigure pas complètement ses personnages, il crée une ressemblance à lui. C'est ce que Apollinaire avait souligné. J'en avais parlé dans la dernière contre-expo. Et puis il y a ce goût des visages par facettes qui est assez étonnant, qui peut peut-être trouver là aussi son origine dans l'art égyptien, ce que j'ai proposé avec l'image de droite. Mais dans les portraits, il y avait beaucoup mieux à proposer. Je pense par exemple, à gauche ici, je vous montre un portrait de jeunesse de Lansquois, qui viendra un peintre abstrait par la suite, peintre du Nord. Et là, on retrouve cet aplatissement des formes qu'on a à la fois chez Rousseau et chez Lansquois. Même le jeu de main qui manque d'élégance, qui manque de grâce, peut être mis en parallèle. Le côté engoncé du personnage, le hiératisme général du corps dans le costume, tout ça dialogue. De même qu'on aurait pu aussi évoquer Marius Borgeaud, qui est un artiste suisse venu travailler à Paris, qui a été l'objet d'une grande rétrospective à Lausanne l'été dernier. Et Borgeaud a aussi comme ça cette tentation naïve, et on sait qu'il a été influencé par Rousseau très clairement. L'exposition de Lausanne le montrait. Je vous montre une des toiles qui est peut-être la plus marquée par l'esthétique du douanier. Là où je trouve que l'exposition est décevante dans ses rapprochements, en tout cas c'est moi, pour ma part, la section je trouve la moins convaincante, c'est les portraits d'enfants. Alors on le voit dans la bande-annonce que vous pouvez voir aussi sur YouTube de l'exposition d'Orsay, il joue vraiment sur les rapprochements comme ça, et ça finalement c'est quand même intéressant parce que c'était l'élément un peu nouveau dans la présentation de Rousseau, dont on connaît un petit peu toute la vie et dont beaucoup d'expositions ont été faites sur lui. L'enfant à la poupée du musée de l'Orangerie donc a franchi la scène pour être présenté, et cet enfant à la poupée ils l'ont mis en parallèle avec une œuvre de Picasso qui visuellement n'a aucun lien direct, et c'est là où ça va pas. Et je pense qu'il aurait été beaucoup plus intelligent de faire venir le tableau de Camille Bombois du musée de Villeneuve-d'Ascq avec cette jeune paysanne au bouquet, puisque regardez notamment dans l'exacerbation des cuisses, dans les soucis de proportion corporelle, dans la façon de coller comme ça visuellement, elle paraît comme découpée la figure au sein du paysage, un paysage qui paraît comme rapiécé à l'arrière-plan. Tout ça fonctionne très bien. Bombois, qui est un artiste qu'on classe aussi dans l'art brut, il est né en 1883, il est fils de batelier, puis alors, il a fait plusieurs boulots, il a été ensuite lutteur dans un cirque, mais il a commencé la peinture dès 16 ans. Et il mourra tardivement en 1970. Ça, c'est un tableau qu'on date peut-être vers 1940. Et je crois que là, visuellement, ça fonctionne très très bien. Mais la salle sur les enfants est vraiment très décevante. On aurait pu aussi, pourquoi pas, présenter des tableaux américains. C'est ce qui a été fait dans la salle sur les portraits. Des tableaux de la peinture américaine de portraits à ses prémices, c'est-à-dire à l'époque romantique chez nous. Je vous montre ici un portrait d'Erastus Libery Field, d'une certaine Harriet Sophia Jones. Alors Field, c'est un artiste qui a produit plus de 150 portraits à Leverett, dans le Massachusetts, une petite ville où il n'y avait pas d'autres portraitistes que lui. Alors du coup, il a énormément produit, il travaillait dans toute une série de villages autour de la rivière Connecticut. Ça, c'est un tableau qui est au Chrysler Museum, et alors là, on y retrouve le hiératisme de Rousseau, la simplicité avec laquelle les roses sont peintes. Ça, effectivement, ça convient très bien. Finalement, on se dit, mais il y a eu presque des précurseurs, puisque ces peintres-là étaient naïfs sans le savoir, pour reprendre un peu le concept d'Arsène Alexandre.
Autre toile ici d'Amy Phillips, le jeune Uni Louister. C'est un tableau qui est au Chrysler Museum de Norfolk, date de 1938, de 1838. On appréciera notamment le petit chien qui ne déparerait pas dans un tableau du douanier Rousseau. Et puis deux autres exemples. À droite, un tableau du musée de Cincinnati, un tableau anonyme. Là aussi, on est toujours dans les années 1830. Vous apprécierez le petit chat dans la partie basse, qui a une physionomie assez particulière. Et sur la gauche, un tableau d'Alexandre Yakovlev, qui a travaillé à Montparnasse, qui a fait partie de l'école de Paris, et qui représente ici Madame Choukaïev. C'est un tableau qui vient qui est au musée des années 30 à Boulogne. Alors peut-être qu'il dialogue moins facilement avec Rousseau parce qu'il y a une précision ici technique de surface avec ses beaux glacis. C'est peut-être beaucoup plus maîtrisé que finalement que Rousseau, mais dans le manque de vie finalement corporelle du personnage, peut-être qu'on aurait pu aussi faire dialoguer ça avec d'autres œuvres de Rousseau. Un dernier élément qui me paraît intéressant, c'est la question des sujets. Et alors là, il y avait mieux à faire aussi parce qu'il y a une salle, entre autres, où est présenté le tableau de gauche, dont je vous montre seulement un détail, un tableau du musée Pouchkine de Moscou. Et puis à droite, autre détail d'un autre très beau prêt de l'exposition, les joueurs de football. On dit rugby aujourd'hui, mais à l'époque, on disait football même pour les jeux à la main. Ce tableau de droite est un prêt du Guggenheim de New York. Et c'est vrai que Rousseau, finalement, s'est intéressé à la vie moderne. Ça, c'est une évidence, et peut-être avant d'autres. Ou en tout cas, cette passion pour la vie moderne, eh bien, elle a été portée par Rousseau et reprise par des gens qui l'admiraient. Et le meilleur exemple, c'est Robert Delaunay. Alors, il est difficile de prêter l'équipe de Cardiff du musée d'art moderne de la ville de Paris parce que c'est un tableau immense, mais on aurait pu au moins prendre l'esquisse que je vous montre ici. Ça aurait permis de faire un écho avec l'aéroplane qui est dans le tableau moscovite de Rousseau à gauche, ou pourquoi pas avec les rugbyman dans le tableau new-yorkais sur la droite. Et du coup, on aurait montré peut-être plus directement pourquoi Delaunay s'est intéressé aussi à Rousseau. Donc voilà, une exposition qui mérite d'être vu pour les très beaux prêts, notamment de la dernière salle sur les jungles, mais beaucoup d'approximations à la fois dans le choix des œuvres, dans l'accrochage. Il y avait beaucoup mieux à faire, mais enfin bon, voilà, on peut pas toujours réussir son coup. Orsay avait fait une très belle exposition il n'y a pas très longtemps sur la prostitution, où là on était ébloui par toute la pertinence des prêts et des thématiques. C'est vrai que c'est un peu moins bien, mais Orsay prépare des belles choses pour la rentrée. Je vous en reparlerai bien sûr dans les prochaines contre-expos. La prochaine fois, on parle de carambolage au Grand Palais, exposition sur laquelle il y a beaucoup à dire.